Chers amis, bienvenue encore à la poursuite de notre cours de neurophysiologie et aujourd'hui nous allons parler de la physiologie de la mémoire et de l'apprentissage. Je vous souhaite bon visionnage. Alors, au cours de notre présentation, nous aurons à suivre le plan suivant pour pouvoir élucider tous les points que nous aurons à devoir traiter. Nous allons d'abord commencer par donner des principes généraux de l'apprentissage. Ensuite, nous parlerons de la mémoire du travail. Ensuite, nous parlerons de la mémoire à court terme. Ensuite, nous parlerons de la mémoire à long terme. Nous traiterons du rôle du cervelet, du cortex frontal dans la mémoire et nous allons boucler cette séquence par des notions sur les amnésies. Je vous souhaite encore bonne visualisation de cette vidéo. Alors, nous allons devoir aborder le tout premier point consacré aux différents principes d'apprentissage. Au fait, l'apprentissage est l'acquisition des connaissances ou des compétences à la suite d'une expérience, d'une instruction ou des deux. Donc ça, c'est le premier principe. Il y en a trois. On apprend justement soit par expérience, ou alors soit par instruction, ou alors soit à la fois par expérience et par instruction. Quand vous serez des médecins, vous allez apprendre davantage. Vous allez apprendre davantage. Pourquoi je dis que vous allez apprendre davantage? Parce qu'un médecin qui a déjà fait 10 ans dans la pratique clinique n'est pas, donc ne se comporte pas de la même façon qu'un médecin qui a 10 jours dans la pratique clinique. Donc, un médecin qui vient fraîchement de l'école. Un médecin qui vient fraîchement de l'école exécute son art qu'il a appris. Donc, les actes du médecin qui vient justement directement de l'école, de l'université, sont justifiés justement par les connaissances qu'il a apprises. Vous comprenez? Tandis que un médecin qui a déjà 10 ans dans la pratique clinique, lui, ses actes sont justifiés à la fois par les connaissances qu'il a apprises quand il était encore à l'université, mais aussi par l'expérience qu'il a eu depuis qu'il a commencé à pouvoir travailler en clinique. Donc, ça, ce sont des paramètres très, très importants à pouvoir prendre en charge par rapport à la définition de l'apprentissage. Donc, c'est soit suite à une expérience ou alors soit à une instruction ou alors les deux. Et ici, il faut signaler quelque chose, c'est l'importance ou alors le rôle très très important que jouent les centres de récompense et les centres de punition dans l'apprentissage. Au fait, il y a apprentissage lorsque les centres de récompense sont stimulés et les centres de punition sont pratiquement inhibés. Parce que quand il y a stimulation des centres de récompense et inhibition du centre de punition, l'individu est pratiquement motivé et là, il peut apprendre. Donc ça, c'est le premier aspect qu'il faut devoir noter par rapport à ça. Aussi, le deuxième principe, c'est le fait que la mémoire s'est construite par étapes. Au fait, il faut d'abord commencer par définir la mémoire. La mémoire est l'ensemble de toutes ces connaissances que nous avons stockées. Nous stockons ces connaissances. Et pratiquement, le stockage s'est fait en vue d'un rappel ultérieur. C'est ça l'objectif. Nous retenons des choses pour pouvoir les faire ressortir ultérieurement. Vous êtes en train d'étudier là, justement pour faire ressortir ce que vous allez étudier lors de l'examen et même dans la vie courante. Vous comprenez? Et c'est ça la mémoire. C'est ça d'abord la définition de la mémoire. Alors, le changement neural qui est responsable de la conservation et du stockage de la mémoire est appelé en neurophysiologie trace des mémoires. Ça, c'est une notion que vous devez savoir. Alors, il faut signaler que en ce qui concerne le processus de la mémoire, ce sont des concepts qui sont le plus souvent retenus et non pas les mots.
et non pas les mots. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que votre capacité de pouvoir retenir ou alors assimiler un cours dépend aussi en partie de l'enseignant qui est en train de vous enseigner. Donc, si l'enseignant qui vous donne cours a l'habitude de pouvoir contextualiser, hein, il a l'habitude de pouvoir mettre le cours, donc établir une relation entre son cours qu'il est en train de pouvoir vous donner et la vie courante et le contexte dans lequel vous vous trouvez, vous allez constater que vous n'aurez pas pratiquement de pouvoir à pouvoir retenir, vous n'aurez pas pratiquement beaucoup de problèmes à pouvoir retenir les notions qu'il est en train de pouvoir vous inculquer. C'est justement parce qu'il est en train de conceptualiser. Et donc, quand il s'agit des mémoires, on retient les concepts. Après avoir retenu les concepts, on les fera ressortir et on va les exprimer selon ses propres mots. C'est la façon la plus facile de pouvoir établir ou retenir. Et donc, c'est de cette façon que la mémoire fonctionne de façon adéquate. Et donc, vous constatez que ce sont en général les concepts et non les informations textuelles qui sont stockées. Ça, c'est très, très important. Donc, en lisant les cours de neurophysiologie, vous stockez les concepts discutés et non pas les mots. Hein, et non pas les mots. J'imagine que c'est ce que vous êtes en train de faire. Et lorsque je vous poserai des questions à l'examen, lorsque je vous poserai des questions à l'examen, vous serez capable de pouvoir ressortir les concepts et au besoin même, vous pouvez sortir certains mots justement parce que au fait, le concept est bâti sur certains mots qu'on arrive à pouvoir retenir. Mais en général, il faut savoir contextualiser ce que vous êtes en train de lire pour pouvoir les retenir avec beaucoup de facilité. Néanmoins, il est possible de pouvoir mémoriser des brides d'informations mot par mot. Et ça, c'est un repère très, très important. Lorsqu'on mémorise des brides d'informations mot par mot, c'est à partir de ces brides d'informations que vous serez capable de faire une conceptualisation adéquate. Alors, le troisième principe, c'est que la mémorisation des informations acquises s'effectue au moins en deux étapes, la mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Alors, ici, la mémoire à court terme dure quelques secondes à quelques heures, tandis que la mémoire à long terme dure jusqu'à de quelques jours à quelques années. Alors, le processus physiologique qui vise à pouvoir transformer la mémoire à court terme en la mémoire à long terme porte bel et bien le nom de consolidation. Voilà. Maintenant, nous allons parler de la mémoire du travail. En quelque sorte, cette mémoire fait les ponts entre plusieurs informations bénéfiques pour un travail en cours. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce niveau? C'est que grâce à la mémoire du travail, on peut conserver et stocker momentanément les données pour une utilisation immédiate, à la fois des informations nouvellement acquises ou alors des informations que nous avons précédemment stockées au sein de notre système nerveux central. Et ces informations sont mises de façon transitoire au sein de la mémoire du travail. Et tout ceci nous permet pratiquement de pouvoir en quelque sorte évaluer les données dans leur contexte. Donc ça, c'est pratiquement la caractéristique principale de la mémoire du travail. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant par là-dessus? C'est que l'intégration est cruciale pour le raisonnement et la planification et les jugements. Donc, toutes ces informations doivent être bel et bien intégrées au sein du système nerveux central. Alors, ici, nous allons débuter à parler de la mémoire à court terme et de la mémoire à long terme. Au fait,
On commence d'abord par la mémoire à court terme. La mémoire à court terme, c'est une mémoire qui est pratiquement due à des modifications transitoires synaptiques. Donc, il y a certaines modifications, certains changements qui se passent au niveau synaptique qui justifient la mémoire à court terme. Et là, il y a deux types de mémoire à court terme. Je vais vous les expliquer en profondeur. Il y a l'accoutumance et la sensibilisation. Pratiquement, les deux types proviennent des modifications des canaux protéiques qui entraînent des changements de libération du neurotransmetteur. Donc, que ce soit l'accoutumance ou la sensibilisation, il y a un changement dans la libération du neurotransmetteur. Et c'est ça la modification synaptique qui apparaît dans la mémoire à court terme. Alors, il y a l'accoutumance et la sensibilisation. Je vais commencer d'abord à vous expliquer c'est quoi l'accoutumance. L'accoutumance, au fait, c'est quoi? C'est lorsque vous avez une diminution de la réaction résultant des stimuli répétitifs indifférents. Hein. Qu'est-ce qu'un stimuli répétitif indifférent? Un stimuli répétitif indifférent, c'est un stimuli qui n'est ni gratifiant ni punitif. Vous comprenez? Donc, c'est un stimuli qui n'apporte aucune importance, n'apporte aussi aucune punition. Alors, des stimuli pareils, ce sont des stimuli qui ne sont pas des stimuli qui entraînent une motivation parce que nous avons dit qu'il doit y avoir une motivation et donc il doit y avoir une accentuation du centre de récompense, donc stimulation du centre de récompense et une inhibition du centre de punition pour qu'il puisse y avoir apprentissage. Et donc, vous allez voir que lorsque vous avez des stimuli indifférents qui ne sont ni gratifiants ni punitifs, ces stimuli vont entraîner une accoutumance et donc une diminution de la réactivité synaptique à cause de la stimulation répétitive. Tandis que la sensibilisation, c'est effectivement le contraire. Donc, la réactivité augmentée de la synapse à partir des stimuli légers qui se font de façon répétitive, donc qui résultent d'un stimuli encore plus fort ou nocif ou répétitif. Donc, vous avez un stimuli qui est fort, un stimuli qui est fort et qui est le plus souvent répétitif, il faut signaler, mais dans la mémoire à court terme, même si vous n'avez pas la première répétition, il y a toujours ce phénomène de sensibilisation à condition que les stimuli soient forts. Au contraire, c'est dans la mémoire à long terme, nous aurons à parler plus loin, que la répétition est beaucoup plus importante. Donc, en résumé, vous avez l'accoutumance, il y a diminution de la réactivité synaptique. Cette diminution de la réactivité synaptique est l'apanage bel et bien des stimuli indifférents répétitifs qu'on exerce et la sensibilisation, c'est justement une augmentation de la réactivité synaptique qui est due à un stimuli plus fort qui fait en sorte que la synapse devient pratiquement réactive facilement aux stimuli un peu moins légers. Vous comprenez, c'est ça les deux formes de mémoire à court terme, l'accoutumance et la sensibilisation. Et ici, je vais maintenant vous expliquer les mécanismes physiologiques qui conduisent à l'accoutumance, mais aussi à la sensibilisation. Alors, en ce qui concerne les mécanismes d'accoutumance, je vais vous expliquer d'où ces mécanismes proviennent. C'est que, au fait, quand on a eu à pouvoir étudier le fonctionnement synaptique, nous avons dit qu'il y avait pratiquement, lorsque le potentiel d'action arrivait à l'extrémité synaptique, qu'est-ce qui se passe? Il y a des polarisations. Il y a dépolarisation de la membrane présynaptique et cette dépolarisation de la membrane présynaptique active la pompe, pas la pompe, mais le canal calcique qui est localisé au niveau de l'extrémité présynaptique. Alors, lorsque le canal calcique est activé, ce canal s'ouvre, le calcium entre dans l'extrémité présynaptique et l'entrée du calcium est détectée par les synaptotagmines et cette détection des synaptotagmines va pratiquement activer les SNRS
va activer les SNRS, et ces SNRS, il y a deux types de SNRS. Il y a d'abord les SNRS qui sont vésiculaires. Ces SNRS vésiculaires sont pratiquement la vampe synaptobrévine, et il y a le SNRS membranaire qui est pratiquement le SNAP25. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque les SNRS seront activés? Il y aura fusion entre la vampe synaptobrévine et la SNAP25, et c'est ce qui va faire en sorte que les vésicules puissent fusionner avec la membrane présynaptique, et le neuromédiateur, le neurotransmetteur est pratiquement libéré dans la fente synaptique. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant en cas de mécanisme d'accoutumance? C'est que le potentiel d'action arrive au niveau de l'extrémité synaptique, mais au lieu, il dépolarise la membrane synaptique, mais au lieu que le canal calcique puisse s'ouvrir comme d'habitude, c'est que il y a une baisse de la réactivité de la stimulation de ces canaux calciques, hein, qui ne va pas s'ouvrir avec facilité. Donc, il y a une difficulté de libération du canal calcique. Quand il y a difficulté de libération, d'ouverture plutôt, difficulté d'ouverture du canal calcique, ceci va entraver l'entrée du calcium, et quand le calcium n'arrive pas à entrer, les vésicules du neurotransmetteur ne vont pas fusionner, et comme les vésicules des neurotransmetteurs ne vont pas fusionner, il y aura très peu de neurotransmetteurs qui sera libérés dans la fente présynaptique. Et quand il y a très peu de neurotransmetteurs libérés à cause de la difficulté d'ouverture de ce canal calcique, il y aura baisse du potentiel excitatoire postsynaptique, et ceci va baisser la réponse. Et c'est ça le mécanisme d'accoutumance. Alors, normalement, comme je disais, le mécanisme du canal calcique qui devient peu réactif et s'ouvre très difficilement est considéré comme le mécanisme de base qui est responsable de la genèse de l'accoutumance, du phénomène d'accoutumance. Alors, il faut signaler que l'accoutumance, franchement, est vraiment très fréquente, et c'est parmi les premiers moyens d'apprentissage du nourrisson. Au fait, lorsque le nourrisson est en train de pouvoir, pas même les nourrissons, que ce soit les nourrissons ou les petits enfants, au cours de la phase précoce de l'enfance, lorsqu'il est en train de pouvoir apprendre des choses comme par exemple la langue, et le fait de pouvoir s'acclimater avec l'environnement. Donc, dans le processus d'apprentissage et même à l'école, qu'est-ce qui se passe chez les nourrissons? C'est qu'il apprend à pouvoir sélectionner des stimuli. Donc, il sélectionne des stimuli gratifiants et fait en sorte que les stimuli indifférents puissent être bloqués. Alors, comment ça se fait? C'est que l'accoutumance permet de bloquer des stimuli indifférents, des stimuli qui ne sont pas gratifiants, des stimuli qui sont sans intérêt. Vous voyez, lorsque un stimuli indifférent passe à plusieurs reprises, veut passer à plusieurs reprises à travers une synapse, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ce genre de stimuli va faire en sorte que cette pompe, ce canal calcique soit pratiquement désensibilisé en quelque sorte. Et donc, le canal calcique arrive à s'ouvrir très difficilement, et ceci va baisser la réponse synaptique via le mécanisme d'accoutumance. Donc, vous allez voir que les stimuli indifférents subiront pendant l'enfance le mécanisme d'accoutumance, tandis que les stimuli importants, eux, vont subir le mécanisme de sensibilisation qui va augmenter en quelque sorte la réponse synaptique, et ça, je vais en parler tout de suite. Alors, ici, maintenant, nous allons traiter du mécanisme de sensibilisation, et ça, c'est très important. Alors, le mécanisme de sensibilisation, lui, aussi, il provient de la modification des canaux, mais il y a une différence. Les choses ne se passent pas exactement comme pour l'accoutumance, parce que pour l'accoutumance,
Pour l'accoutumance, vous avez le canal calcique qui s'ouvre pratiquement de façon difficile et fait en sorte qu'il y ait une baisse de la réactivité synaptique, de la réponse synaptique. Mais pour la sensibilité, c'est aussi il y a une modification des canaux, mais ce ne sont pas des canaux calciques. Ce sont cette fois-ci des canaux potassiques et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, au fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a la sérotonine. Ici, il y a pratiquement, vous avez une synapse avec la terminaison, avec le neurone présynaptique, la fente synaptique et le neurone postsynaptique. Mais au niveau du neurone présynaptique, vous avez une autre synapse, donc un autre neurone qui fait synapse axo-axonique avec le neurone présynaptique. Et c'est un neurone sérotoninergique. Donc, c'est un neurone qui fait synapse avec la terminaison présynaptique. Une synapse axo-axonique est un neurone sérotoninergique. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que ces neurones sérotoninergiques libèrent la sérotonine qui fait en sorte que l'augmentation du calcium, on puisse avoir l'augmentation du calcium, de l'entrée du calcium au niveau pratiquement de l'extrémité présynaptique. Et ici, je vais vous dire pourquoi il y a augmentation du calcium à l'intérieur de la terminaison présynaptique. Et c'est cette augmentation du calcium qui va entraîner l'augmentation de la libération du neurotransmetteur et ceci va augmenter le potentiel postsynaptique. Et ça, c'est pour des stimuli gratifiants. Donc, je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce qui se passe réellement avec la sérotonine pour pouvoir occasionner ce genre de mécanisme. Alors, regardez ce croquis. Regardez très bien ce croquis parce que il permet pratiquement d'expliquer ce que je suis en train de dire. Ici, vous avez le neurone postsynaptique. Là, vous avez la fente synaptique. Et ici, vous avez le neurone présynaptique avec sa terminaison présynaptique. Celle-ci, ça c'est la terminaison présynaptique. Ça c'est la fente synaptique. Et ça c'est la terminaison postsynaptique. Alors, qu'est-ce que vous voyez ici? Donc, ici, vous avez un neurone qui fait synapse. Normalement, je ne l'ai pas représenté, mais ici, il doit y avoir un neurone qui fait synapse axo-axonique avec la terminaison présynaptique qui comprend des récepteurs au 5-hydroxytryptamine ou des récepteurs à la sérotonine. Maintenant, ces neurones libèrent de la sérotonine qui arrive à se fixer sur son récepteur et en se fixant sur son récepteur, ça c'est pratiquement un récepteur métabotrope. Un récepteur métabotrope parce qu'il est couplé à la protéine G. Donc c'est un G-coupled receptor. Donc vous allez voir que la fixation de la sérotonine sur son récepteur va bel et bien stimuler la protéine G qui était fixée pratiquement au niveau du récepteur. Et qu'est-ce qui va se passer? La protéine V va changer de conformation et avec ses sous-unités alpha et bêta-gamma, donc la sous-unité alpha pourra se séparer sur la sous-unité bêta-gamma. Normalement, c'est cette sous-unité. C'est cette sous-unité bêta-gamma qui pourra soit se séparer, soit la sous-unité alpha qui se sépare de la sous-unité bêta-gamma pour venir stimuler l'adénylcyclase, soit carrément la protéine G se déplace, quitte le récepteur. Donc la protéine G quitte pratiquement le récepteur et va justement, se détache pratiquement en entièreté du récepteur et va justement au niveau de l'adénylcyclase. Donc va stimuler cette enzyme qui est cette fois-ci membranaire. Alors la stimulation de l'adénylcyclase va transformer l'ATP en AMP cyclique. Donc quand l'ATP est transformé en AMP cyclique, l'AMP cyclique va activer une protéine kinase A et cette protéine kinase A va entraîner ce qu'on appelle la phosphorylation du canal potassique. Vous voyez ce qui se passe. Donc, nous avons notre canal calcique à ce niveau. Lui, il ne subit pas les phénomènes qui est en train de se passer. Donc, c'est la protéine kinase résultant de l'AMP cyclique comme second messager qui va faire en sorte que le canal potassique soit phosphorylé
Donc, vous comprenez que grâce à ça, il y a accumulation du potassium. Mais qui dit accumulation du potassium dit accumulation des cations, donc accumulation des charges positives. Et cette accumulation des charges positives, couplée bien sûr, excusez-moi, à la dépolarisation due à l'arrivée du potentiel d'action au niveau de la terminaison présynaptique, va faire en sorte que la dépolarisation soit abondante. Et tant que cette membrane sera dépolarisée, ce canal calcique sera toujours ouvert. Et tant que ce canal calcique sera toujours ouvert, il fera entrer du calcium du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Et en faisant entrer le calcium de l'extérieur vers l'intérieur, ceci fera en sorte que beaucoup de vésicules contenant des neuromédiateurs puissent fusionner avec la membrane et beaucoup de neuromédiateurs neurotransmetteurs seront libérés et quand on a la libération d'une grande quantité de neurotransmetteurs, il y a genèse en abondance d'un potentiel excitatoire postsynaptique et ceci va en quelque sorte booster la réactivité et la conduction au sein de cette synapse et c'est ça le mécanisme du déroulement du phénomène de la sensibilisation. Et ça, c'est pour les stimuli qui sont gratifiants. Donc, je me répète, les stimuli indifférents ou alors des stimuli avec activation du centre de punition sont pratiquement ignorés ou abolis via le mécanisme d'accoutumance, tandis que les stimuli d'intérêt subissent le mécanisme de sensibilisation et arrivent à être récupérés. Ça, c'est très, très important comme un mécanisme au sein de l'apprentissage. Alors, nous allons devoir continuer. Ici, nous allons maintenant parler de la potentialisation à long terme. Et ça, c'est très, très important. Il faut signaler que la potentialisation à long terme donc figure parmi les premiers phénomènes qui font en sorte que la mémoire à court terme puisse être transformée en mémoire à long terme, être convertie en quelque sorte en mémoire à long terme. Et donc, c'est parmi les premières étapes de la consolidation de la mémoire à court terme en la mémoire à long terme. Et ici, ça, c'est un phénomène que vous devez vraiment comprendre. Donc, long-term potentiation en anglais ou potentialisation à long terme correspond bel et bien à des modifications qui surviennent suite à une utilisation accrue des synapses préexistantes qui va entraîner une amélioration de la capacité future du neurone présynaptique à exciter le neurone postsynaptique. Et ça, c'est très, très important. Je pense que vous l'avez vous-même déjà constaté. Lorsque vous êtes en train d'étudier, quand vous revoyez, quand vous lisez le cours pour la première fois, vous avez du mal à pouvoir assimiler. Vous avez du mal vraiment à pouvoir assimiler. Si vous faites une première lecture du cours, les choses sont encore très, très difficiles. Mais si vous faites une deuxième lecture, vous commencez à retenir certaines choses et vous commencez pratiquement à pouvoir assimiler progressivement. Quand vous faites une troisième lecture, les choses commencent à couler très très bien. Et si vous arrivez à faire une quatrième lecture, vous allez pratiquement constater que vous avez retenu les cours. J'espère que vous avez déjà constaté ça. Donc, d'une manière générale, un étudiant qui a lu un cours une seule fois ne pourra pas le maîtriser qu'un étudiant qui a lu le cours 4 ou 5 fois. Hein? Justement, c'est ça. Donc, lors de votre toute première lecture, vous avez vraiment des états. Vous devez souffrir à pouvoir commencer à retenir certaines choses. Mais plus vous multipliez des lectures, plus vous répétez, vous arrivez à pouvoir retenir progressivement. Et c'est ce que je suis en train de vous enseigner maintenant. C'est la potentialisation à long terme. Donc, en faisant des répétitions, vous êtes en train de pouvoir utiliser vos synapses de façon répétitive ou successive et ceci va entraîner des modifications au sein de votre synapse et ce sont ces modifications-là qui vont
améliorer la conduction synaptique. Et c'est cette amélioration de la conduction synaptique qui fera en sorte que la deuxième répétition soit meilleure plus que la première répétition et la troisième répétition soit plus meilleure plus que la deuxième répétition et la quatrième répétition soit excellente plus que la troisième répétition, ainsi de suite. Et là, c'est l'établissement de la mémoire à court terme. Là, vous êtes en train d'établir la mémoire à court terme. Plus tard, je vous dirai comment la mémoire à court terme sera convertie en mémoire à long terme. Donc ça, c'est un mécanisme très, très important. Maintenant, nous allons voir comment se déroule ce processus de potentialisation à long terme qui est très, très important. Alors, j'avais déjà dit qu'il provient d'une utilisation répétitive et ce phénomène est répandu au niveau de l'hippocampe. Au fait, au niveau de l'hippocampe, vous avez des régions, la corne d'amont 1 et la corne d'amont 3, donc numéro 1 et corne d'amont numéro 3. Ce sont ces régions-là qui sont connectées avec certains neurones et c'est à ce niveau pratiquement que se déroule ce phénomène de potentialisation à long terme et il résulte d'une utilisation répétitive des synapses. Alors, regardez très très bien ce croquis, cette image, parce que c'est une image qui va vous permettre de pouvoir connaître cette potentialisation à long terme. Ici, vous avez une synapse. Globalement, vous avez une synapse. Vous avez la terminaison présynaptique et vous avez la terminaison postsynaptique. Alors ça, c'est une synapse glutamatergique qui libère un neurotransmetteur excitateur. Et le neurotransmetteur excitateur le plus courant au sein du système nerveux, c'est bel et bien le glutamate. Alors ça, c'est une synapse glutamatergique. Alors, comme vous voyez, vous avez la membrane présynaptique qui comprend, donc l'extrémité présynaptique qui comprend des vésicules glutamatergiques qui comprennent des glutamates et cette terminaison présynaptique libère le glutamate dans la fente synaptique. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque le glutamate est libéré dans la fente présynaptique, au niveau de la membrane postsynaptique, le glutamate a ses récepteurs. Normalement, le glutamate a trois types de récepteurs. Ici, il y en a deux au niveau des neurones de l'hippocampe plus particulièrement. Il y a deux types de récepteurs au glutamate. Les récepteurs AMPA, AMPA en anglais, AMPA, et les récepteurs NMDA, N-méthyle-D-aspartate, donc NMDA receptors. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces récepteurs ont des caractéristiques tout à fait particulières. C'est que les récepteurs AMPA, AMPA receptor, c'est un récepteur qui est pratiquement couplé à un canal ionique. Donc, lui-même, pratiquement, c'est un canal ionique. Vous voyez à ce niveau, ici, vous avez le site de fixation du ligand et pratiquement le corps du récepteur lui-même, c'est pratiquement un canal ionique. Tandis que les récepteurs NMDA, comme celui-ci, ça c'est un récepteur NMDA, est un récepteur qui a deux caractéristiques. D'abord, il est ligand dépendant. C'est un récepteur qui est ligand dépendant, mais aussi il est voltage dépendant. Donc, des récepteurs pareils sont très très rares dans l'organisme. Un récepteur qui est à la fois ligand dépendant et voltage dépendant. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ces récepteurs AMPA ou AMPA, les récepteurs AMPA, lui, il va s'ouvrir que si le glutamate se fixe sur son site de fixation, donc à ce niveau. Donc si le glutamate se fixe à ce niveau ici, ces récepteurs qui est un canal ionique va s'ouvrir et l'ion sodium, le sodium va entrer à l'intérieur, vous comprenez? Le sodium va entrer bel et bien à l'intérieur parce que pratiquement c'est un récepteur protéique qui est chargé. Or, les protéines sont chargées négativement, le sodium est chargé positivement. Donc, le sodium sera attiré. Le sodium sera attiré et comme les molécules de sodium sont souvent hydratées, lorsque le diamètre du canal sera supérieur au diamètre de la molécule, donc de l'atome de sodium hydraté, des ions sodiques hydratés, le sodium va entrer vers l'intérieur de la membrane et entraîner une dépolarisation. Ça, c'est la façon dont les récepteurs AMPA
agit. Alors, qu'en est-il maintenant du récepteur NMDA? Le NMDA récepteur, lui, il est à la fois ligand dépendant et voltage dépendant, c'est-à-dire d'abord ces récepteurs s'est fixé sur, le glutamate s'est fixé sur son récepteur NMDA. La fixation du glutamate sur son récepteur NMDA va ouvrir ce canal parce qu'il est gated, donc il a une porte et va l'ouvrir. Mais le problème, c'est que ce canal est normalement bloqué par un ion magnésium. Vous voyez, il y a un gros ion magnésium qui se retrouve à l'intérieur de ces canaux. Ce gros ion magnésium est vraiment le vrai blocage de ces canaux. Alors, c'est que la fixation peut ouvrir la fixation du glutamate à l'extérieur de la membrane, donc à partir de la fente synaptique, peut ouvrir la porte mais ne va pas ouvrir le canal. Donc, c'est seulement la porte qui est ouverte, mais le canal ne va pas s'ouvrir parce que le canal est bloqué le contenu du canal est bloqué. Donc, le trajet où doivent passer des ions sodiques est bloqué par le gros ion magnésium. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Cet ion magnésium, il est chargé positivement. Il est chargé positivement pour que le canal puisse être fonctionné, il faut les repousser. Il faut les repousser à l'extérieur. Comme il est chargé positivement, à chaque fois que la dépolarisation ne sera pas grande ici, vous allez constater que cet ion aura du mal à pouvoir quitter ce canal. Donc, il faut augmenter la dépolarisation au niveau du versant interne de la membrane postsynaptique pour faire en sorte qu'on ait beaucoup plus de charges positives à ce niveau et en vertu des lois physiques de l'électrostatique, des charges de même signe vont se repousser et par conséquent, si vous avez une grande positivité à l'intérieur de ces canaux et vous avez ce gros ion magnésium qui est aussi positif, cette grande positivité due à une forte dépolarisation va faire en sorte que cet ion magnésium soit refoulé à l'extérieur de ce canal NMDA et ça va ouvrir le canal NMDA et les ions vont entrer et la dépolarisation va se poursuivre. Et c'est ça le problème maintenant, c'est ce qui se passe maintenant. Je vais vous dire ce qui va se passer. Donc, au fur et à mesure que si vous répétez seulement une fois, une première répétition si par exemple vous êtes en train d'étudier votre cours de neurophysiologie et vous ne répétez qu'une seule fois, vous allez faire ouvrir des récepteurs AMPA qui vont entraîner une petite dépolarisation qui ne sera jamais capable de pouvoir ouvrir les récepteurs NMDA parce que ces récepteurs NMDA est à la fois perméable au sodium et au calcium. Mais pour qu'il y ait des modifications synaptiques, il faut que le calcium puisse entrer. Vous comprenez? Donc, au fait, la synapse a besoin du calcium pour pouvoir déclencher les mécanismes de modification synaptique. Des modifications synaptiques qui conduisent à la potentialisation à long terme, qui conduisent au changement. Il faut que le calcium puisse entrer. Alors, vous répétez seulement une seule fois. En répétant une seule fois, vous avez justement ouvert votre récepteur AMPA qui vont faire entrer les ions sodium et entraîner une petite dépolarisation. Cette dépolarisation est petite et elle ne saura jamais faire entrer le calcium à l'intérieur parce que cette dépolarisation sera insuffisante. Elle demeure insuffisante à pouvoir faire chasser l'ion magnésium hors de ce canal NMDA. Vous comprenez? Et c'est ça le problème. Vous faites entrer, il y a des étudiants qui viendront faire l'examen de neurophysiologie avec des gros ions en magnésium dans des canaux NMDA. Et c'est ce qui fait en sorte que certains des étudiants arrivent à avoir des zéros ou alors échouent. Vous venez à l'examen avec des ions NMDA bloqués par la grosse, donc pas la grosse, mais le gros ion magnésium. Et c'est ça le problème. Alors, lorsque vous faites des entraînements, donc des répétitions successives, en faisant des répétitions successives, vous faites en sorte que des récepteurs AMPA occasionnent une dépolarisation plus accrue
Donc, il faut entrer beaucoup plus d'ions potassium jusqu'à ce que les ions magnésium soient refoulés à l'extérieur par le moyen des forces de l'électrostatique. Alors, quand l'ion magnésium a été répulsé, a été chassé hors de ce canal NMDA, non seulement le sodium va entrer et occasionner une dépolarisation accrue, mais aussi le calcium va entrer. Et quand le calcium entre, maintenant les mécanismes vont se déclencher. Et ici, suivez-moi très bien. Le calcium va bel et bien se lier à la calmodulline et en se liant à la calmodulline, le calcium va activer deux voies. Deux voies. La première voie, c'est la voie de l'adénylate cyclase qui va transformer l'ATP en AMP qui sera cyclisé en AMP cyclique. Cet AMP cyclique va activer une protéine kinase A et c'est cette protéine kinase A va entraîner la phosphorylation de plusieurs substrats en intracellulaire et va entraîner l'activation de plusieurs gènes. Et de la même façon, vous aurez aussi activation de la voie de la CAM kinase 2 et cette fois de la CAM kinase 2 va activer la voie de la MAP kinase. La MAP kinase signifie Mitogen Activated Protein Kinase en anglais et cette voie de la MAP kinase aussi va conduire à l'activation des gènes. Et quel est l'effet maintenant de cette activation des gènes? Cette activation des gènes va faire en sorte que y ait synthèse de nouveaux, parce que des récepteurs sont des protéines, il y a synthèse de nouvelles protéines réceptrices de type AMP. Et donc, il y aura synthèse de nouveaux récepteurs de type AMPA à ce niveau. Donc, il y a un récepteur de type AMPA qui sera synthétisé ici. L'autre pourra être synthétisé, c'est fixé là. L'autre pourra synthétiser, c'est fixé là. Alors, regardez maintenant ce qui se passe. Au cours de la première stimulation, donc, si par exemple, la première répétition, vous vous retrouvez, à la fin de la première répétition, vous vous retrouvez donc, au début de la répétition, vous avez seulement, par exemple, deux récepteurs AMPA et un récepteur NMDA. Mais à la fin de la répétition, vous avez en quelque sorte, au lieu d'avoir deux récepteurs AMPA, vous avez maintenant trois récepteurs AMPA. Parce qu'il y a un nouveau récepteur qui a été synthétisé à travers l'entrée du calcium dû à l'ouverture du récepteur NMDA. Alors, lorsque vous allez débuter la deuxième répétition, il y aura beaucoup plus de dépolarisation parce qu'il y a déjà un récepteur qui s'est ajouté. Donc, la deuxième répétition sera suivie d'une plus grande dépolarisation et qui dit plus grande dépolarisation, une ouverture encore du récepteur NMDA. Qui dit ouverture du récepteur NMDA dit entrée du calcium. Qui dit entrée du calcium dit activation de ces voies de l'adénylate cyclase et de la CAM kinase qui aboutissent pratiquement à l'activation des gènes et la production de nouveaux récepteurs. Et ça va augmenter encore d'autres nouveaux récepteurs. Et quand il y a encore augmentation d'autres nouveaux récepteurs, vous allez voir que au cours de la troisième répétition, vous aurez encore beaucoup plus de récepteurs AMPA au niveau de votre membrane qui vont entraîner beaucoup plus de dépolarisation et donc la synapse devient de plus en plus réactive. Et c'est ce qui fait en sorte que vous avez l'impression de bien retenir la matière au fur et à mesure que vous répétez. Et c'est de cette façon que s'établit la mémoire à court terme. C'est de cette relation que s'établit la mémoire à court terme. Parce que les informations arrivent suite à cette modification synaptique avec synthèse des nouveaux récepteurs qui permettent une plus grande dépolarisation et donc la recirculation des informations. Et c'est ça ce mécanisme de potentialisation de la mémoire à court terme. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? On va maintenant parler de la suite. Au fait, il y a des auteurs, pour que cette mémoire à court terme puisse être convertie en mémoire à long terme, il faut la synthèse de nouvelles synapses. Et ça, c'est très, très important. Qui dit synthèse de nouvelles synapses, dit synthèse de nouvelles protéines réceptrices synaptiques. Quand il y a de nouvelles protéines réceptrices synaptiques, facilement des neurones, il peut y avoir création de nouvelles synapses. Et quand il y a création de nouvelles synapses, la mémoire à court terme deviendra la mémoire à long terme lorsque elle est virée dans les circuits de Papez. Et je vais vous parler tout de suite en quoi consiste le circuit de Papez. Alors, vous avez
La première remarque, c'est que des modifications qui résultent du développement de la potentialisation à long terme entraînent une durabilité. Donc, il faut en sorte que des informations soient durables. Et pratiquement, ces modifications sont maintenues, c'est-à-dire lorsque les stimulus ou alors les stimuli qui ont provoqué ces modifications prennent fin, lorsque ces stimuli, le stimulus donc qui est à la base de la création de ces modifications prend fin, les modifications ne disparaissent pas, ces modifications restent perméables. D'abord, ces modifications deviennent permanentes. Ensuite, ces modifications vont faire en sorte que les informations puissent être virées vers les circuits d'Epapèse. Et ce circuit d'Epapèse, c'est un circuit qui permet à l'information de pouvoir récirculer au sein de certaines structures sous-corticales. Et c'est cette récirculation-là de l'information qui fait en sorte que l'information puisse être gardée en mémoire. Et c'est ça, c'est de cette façon que se déroule, c'est parmi les hypothèses bel et bien de la constitution de la mémoire à long terme. Donc, la création de nouveaux synapses, de nouvelles synapses va faire en sorte que l'info puisse être virée dans les circuits d'Epapèse et puisse récirculer. Et il faut maintenant que je vous explique ici en quoi consiste ce circuit d'Epapèse. C'est que ici, ce circuit d'Epapèse est constitué par pratiquement 5 structures. La première structure, c'est le thalamus. Vous voyez. Ici, vous voyez le thalamus, il est là. Ça, c'est la première structure. Alors, la deuxième structure, c'est le corps mammillaire. Le corps mammillaire qui est pratiquement localisé au niveau de l'extrémité, donc au niveau de la portion postérieure de l'hypothalamus. Le corps mammillaire est à ce niveau. Alors, au niveau du thalamus, vous avez pratiquement, un faisceau qui relie le thalamus avec le corps mammillaire. Et ces structures sont pratiquement reliées à travers des voies, des multiples voies. Donc, ici, vous avez le thalamus, ici, vous avez le corps mammillaire comme deuxième structure. La troisième structure, c'est pratiquement le gyrus singulaire. La quatrième structure, c'est la formation para-hippocampique. Et la cinquième structure, c'est pratiquement l'hippocampe. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y a l'entrée des informations à travers l'hippocampe. Quand il y a l'entrée des informations à travers l'hippocampe envoie les informations au niveau du thalamus à partir de ces connexions hippocampo-thalamiques. Ensuite, le thalamus envoie des informations vers le corps mammillaire à travers les faisceaux mammillothalamiques qu'on appelle les faisceaux de Wick-D'Azir. Ensuite, lorsque les infos sont au niveau des corps mammillaires, ils sont envoyés au niveau du gyrus singulaire à travers pratiquement un faisceau qui relie les corps mammillaires au gyrus singulaire. Ensuite, du gyrus singulaire, les informations quittent ce gyrus singulaire pour aller au niveau de la formation para-hippocampique. Et en arrivant au niveau de la formation para-hippocampique, ces informations rejoignent l'hippocampe, ainsi de suite. Et c'est de cette façon que l'information circule et est gardée en mémoire pour une durée plus longue. Et c'est ça. Et c'est de cette façon, c'est parmi les théories qui expliquent la création de la mémoire à long terme. Donc, il faut que les informations soient virées dans votre circuit d'Epapèse pour que vous puissiez retenir la mémoire des choses pour une longue durée, pour que vous puissiez établir votre mémoire à long terme. Donc, je me résume, vous avez l'hippocampe qui envoie des informations vers les thalamus les envoie aussi vers les corps mammillaires via les faisceaux de Wick-D'Azir. Ensuite, les corps mammillaires les envoient vers le gyrus singulaire. Ensuite, le gyrus singulaire envoie les informations vers la formation para-hippocampique et cette formation para-hippocampique, elle est connectée à l'hippocampe, l'envoie aussi au niveau de l'hippocampe. Vous voyez, et c'est ça le circuit d'Epapèse. Or, vous savez que les autres aires limbiques, donc la plupart des éléments de ces circuits d'Epapèse font partie pratiquement du lobe limbique. Ce n'est même pas la plupart, tous les éléments
tous les éléments de ces circuits de Papez font partie du système limbique. Font partie du système limbique, et donc vous allez voir que le système limbique joue aussi également un rôle dans pratiquement la genèse de la mémoire. Vous avez ici même l'amygdale qui est en connexion avec l'hippocampe, et en connexion avec l'hippocampe. Donc, vous avez pratiquement ce circuit de Papez qui est très très important. Alors, nous allons devoir continuer. Nous allons parler maintenant à propos de l'éthanol. Au fait, l'éthanol entraîne le blocage des NMDA récepteurs et la potentialisation GABAergique. Et c'est ce que je suis en train de vous sensibiliser. Au fait, l'alcool fera en sorte que vous ne puissiez rien retenir et vous allez perdre votre potentialité intellectuelle à cause de la prise de l'alcool. Parce que l'alcool, lui, il bloque les récepteurs NMDA. Or, nous avons besoin de l'ouverture de ces récepteurs NMDA pour que les cations puissent entrer et pour que nous puissions avoir la synthèse de nouveaux récepteurs et par conséquent la formation aussi des nouvelles synapses. Quand vous continuez à prendre de l'alcool, vous êtes en train de bloquer votre système de mémoire et vous deviendrez de plus en plus inefficace. Aussi, l'alcool entraîne, en potentialisant la transmission GABAergique, entraîne une repolarisation de la membrane postsynaptique au niveau des synapses et non une dépolarisation. Donc, l'alcool, c'est pratiquement le contraire de tout ce qu'il y a si on veut retenir quelque chose. Donc, si moi c'est curieux, et si vous devez prendre l'alcool avant par exemple de pouvoir faire un travail scientifique, vous ne vous en sortirez pas. Vous ne vous en sortirez pas parce que vous bloquerez à jamais votre NMDA receptor et vous entraînerez vous-même une repolarisation, une hyperpolarisation au lieu d'une dépolarisation. Et c'est ce qui explique que souvent, au cours des intoxications alcooliques, les individus ne prennent pas conscience de ce qui s'est passé. Les individus oublient pratiquement ce qui s'est passé parce que l'alcool entraîne pratiquement la perte de la mémoire et l'intoxication alcoolique chronique peut vous rendre facilement dingue. Alors, nous devons continuer notre exposé. Ici, nous allons maintenant parler des hypothèses de la mémoire à long terme. Il y a pratiquement, à part cette hypothèse concernant la recirculation de l'information à travers les circuits des Papez, il y a 3 autres hypothèses à propos de la mémoire à long terme. Alors, la première hypothèse, c'est que la mémoire à long terme implique la formation de nouvelles connexions synaptiques permanentes. Et ça, je vous l'avais déjà dit. Donc, vous allez vous rappeler que la mémoire à court terme consistait en un simple renforcement transitoire, un renforcement passager des synapses par le mécanisme de sensibilisation. Mais la mémoire à long terme implique pratiquement des modifications durables, des modifications permanentes au sein des synapses qui consistent bel et bien à une amélioration permanente de la conduction synaptique, mais aussi à la formation des nouvelles synapses, qui passent par l'activation des gènes qui contribuent à la synthèse des nouvelles protéines qui contribuent à la formation des récepteurs qui pourront intervenir dans des nouvelles synapses. Et cette activation des gènes passe par l'ouverture de ces canaux NMDA, laquelle ouverture résulte bel et bien des répétitions, des répétitions successives, des multiples répétitions qui entraînent une dépolarisation. Donc, les modifications
modifications qui conduisent à la mémoire à long terme, mais ce sont des modifications permanentes qui résultent de l'activation des gènes. Ce n'est pas comme la mémoire à court terme qui entraîne des modifications transitoires de la réactivité synaptique et qui pratiquement disparaît. Pour la mémoire à long terme, c'est juste le contraire. Il faut que ces phénomènes soient durables et donc ça doit passer par l'activation des gènes. Ensuite, la deuxième propriété, c'est la propriété concernant la conversion de la mémoire à court terme en la mémoire à long terme. En tout cas, à ce niveau, les théories sont encore très très floues. Ici, en tout cas, les théories sont mais néanmoins, la théorie qui reste en vogue, c'est celle dont je vous ai montré lorsque j'étais en train d'expliquer le croquis de la potentialisation à long terme. On pense qu'il y a pratiquement l'entrée du calcium qui fait en sorte qu'il y a stimulation de la voie de l'AMP cyclique et c'est cette voie-là de l'AMP cyclique qui active les gènes et ce sont ces gènes-là qui sont responsables de la création des nouvelles synapses via la synthèse des nouvelles protéines qui joueront le rôle des récepteurs, ainsi de suite. Donc, vous comprenez que c'est encore très très flou. Mais néanmoins, les scientifiques admettent qu'il y a au moins la synthèse des récepteurs supplémentaires, mais aussi il y a en quelque sorte des changements structurels au sein des dendrites qui arrivent à être capables de la synthèse d'un plus grand nombre de neurotransmetteurs, mais ce qui est très très important, c'est que c'est la conservation des modifications obtenues lors de la potentialisation de la mémoire à court terme. Le fait que ces modifications soient conservées, ces nouveaux récepteurs soient conservés et ne disparaissent pas, cela fait en sorte que la mémoire à long terme puisse pratiquement s'établir. Donc, il faut noter ces aspects-là concernant pratiquement la voie de l'AMP cyclique qui active les gènes et concourt à la formation de nouvelles synapses, mais aussi le fait que les modifications obtenues au cours de la mémoire à court terme puissent être pérennisées et intervenir dans l'établissement de la mémoire à long terme. Alors, il y a aussi le rôle de la substance blanche avec l'effet de la neuroréguline. Cette neuroréguline est une protéine qui favorise pratiquement la myélinisation. Donc, c'est une protéine qui fait en sorte que beaucoup d'oligodendrocytes puissent venir se plaquer sur les neurones qui activent la recirculation de l'information, surtout au niveau de l'hippocampe. Et ça améliore leur conductivité. Donc, vous allez constater que ces neurones impliqués dans la genèse de la mémoire sont plus myélinisés que les autres types de neurones. Donc, il y a vraiment une gaine de myéline sérieuse qui est sérieusement déposée au sein de ces neurones. Et ça, c'est grâce à la neuroréguline. Neuroréguline, une nouvelle protéine de la substance blanche qui a été retrouvée au sein de la substance blanche. Donc, c'est une protéine. Alors, il y a aussi l'effet des neuropeptides qui sont signalés pouvoir faciliter en quelque sorte la consolidation de la mémoire à long terme et à court terme. Donc, c'est ça les hypothèses pareilles qui sont actuellement admises en ce qui concerne la genèse de la mémoire à long terme et à court terme. À long terme, il voulais-je dire. Alors ici, nous allons comparer la mémoire à long terme et la mémoire à court terme. Je vais devoir déplacer ma webcam. Il y a plusieurs caractéristiques. La première caractéristique, c'est le temps de stockage de l'information après acquisition. Donc, ici, vous allez voir que le stockage de l'information après acquisition est immédiat pour la mémoire à court terme, tandis qu'il est pratiquement très tardif pour la mémoire à long terme. Ensuite, il y a une deuxième différence, c'est la durée de stockage des informations. Au fait, le stockage des informations au sein de la mémoire à court terme dure quelques secondes à quelques minutes,
tandis que pour la mémoire à long terme, la durée de stockage des informations varie de quelques heures à plusieurs jours, plusieurs années et même toute la vie. Vous comprenez? Donc, en quelque sorte, la durée de stockage des informations est très réduite, très courte pour la mémoire à court terme, mais elle est vraiment très, très grande pour la mémoire à long terme. Ensuite, il y a pratiquement la capacité de stockage des informations. Cette capacité est pratiquement très limitée pour la mémoire à court terme, tandis qu'elle est très avancée et très développée pour la mémoire à long terme. Ensuite, la quatrième différence, c'est que c'est par rapport au temps de restitution ou de souvenance. Pour la mémoire à court terme, le temps de restitution est très très rapide en tout cas. Tandis que pour la mémoire à long terme, le temps de restitution est très lent. Il est très lent parce que les informations sont en train de recirculer. Il faut pouvoir les récupérer pour pouvoir permettre leur restitution. Et enfin, il y a pratiquement le cinquième point, c'est l'incapacité de se rappeler. L'incapacité de se rappeler, c'est-à-dire l'oubli. Ici, l'oubli est permanent pour la mémoire à court terme, tandis que l'oubli est transitoire pour la mémoire à long terme. Donc, pour la mémoire à court terme, vous pouvez oublier, mais vous ne vous rappellerez jamais. Tandis que pour la mémoire à long terme, vous pouvez oublier quelque chose, mais si vous l'avez stocké dans votre mémoire à long terme, vous arriverez pratiquement à pouvoir vous rappeler la chose. Mais ici, il faut signaler qu'il y a certaines informations qui impliquent les compétences des activités qu'on réalise régulièrement et quotidiennement. Alors, ces compétences sont tellement, les informations concernant ces compétences sont tellement ancrées au sein de notre système de mémoire à long terme de sorte que ces informations sont restituées immédiatement. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, la prière du Notre Père pour les chrétiens. Pour les chrétiens, la prière du Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc ça, c'est pratiquement une prière qui est communément répétée par les chrétiens et elle est ancrée au sein de la mémoire à long terme. Et donc, c'est difficile de pouvoir oublier cette prière. C'est automatique. Lorsqu'on vous dit de réciter le Notre Père, vous saurez le réciter. Et pour les musulmans qui se respectent aussi, ils savent réciter leur shahada, c'est leur profession de foi. Donc, c'est pratiquement, les chrétiens répètent chaque dimanche le Notre Père et donc c'est ancré dans leur mémoire à long terme et par conséquent, des prières pareilles sont restituées automatiquement, bien que il y a cette restitution et c'est fait automatiquement via la mémoire à long terme. Alors, ça c'était très très important et nous allons parler du mécanisme de stockage de l'information. Ici, dans la mémoire à court terme, ces mécanismes impliquent des modifications transitoires, tandis que dans la mémoire à long terme, ça implique des modifications permanentes. Vous vous rappelez de la sensibilisation de la mémoire à court terme, alors qu'il y a la potentialisation à long terme, qui sont pratiquement des phénomènes différents. La sensibilisation est transitoire, tandis que la potentialisation à long terme est pratiquement permanente. Aussi, dans la mémoire à long terme, il y a la formation des nouvelles synapses et ceci fait en sorte que les modifications soient permanentes. Alors, nous allons devoir parler maintenant du rôle du cervelet du cortex frontal dans la mémoire. Au fait, le cervelet a été défini comme intervenant dans la mémoire procédurale. Donc, la mémoire du comment on doit réaliser quelque chose. Donc, la procédure à réaliser quelque chose. Donc, ici, on fait allusion aux aptitudes motrices acquises par un entraînement répétitif. Exemple, lorsque vous dansez, quand vous apprenez à danser, par exemple, les zouk,
On peut vous apprendre à danser, par exemple, le zouk. Et si vous arrivez à danser, cette consolidation-là de cette mémoire procédurale, il paraît que le cervelet jouerait un rôle des premiers plans dans ce genre de mémoire procédurale. Hein. Vous comprenez? Donc, en quelque sorte, c'est ça. Donc, c'est en quelque sorte la mémoire de la routine. Donc, des actes que vous exercez par rapport à la routine, comment vous devez procéder, la technique que vous devez utiliser. Donc, c'est pratiquement ancré dans la mémoire procédurale. Et c'est le cervelet qui intervient en majeure partie dans ce genre de mémoire. Alors, le cortex frontal a été défini comme jouant un rôle très très important dans la mémoire du travail parce qu'au fait, c'est à ce niveau qu'on a le phénomène de planification de tout ce qu'on aura à faire comme activité. Donc, il est orchestrateur des capacités de raisonnement complexe associées à la mémoire de travail. Donc, c'est à ce moment-là tout ce qu'on doit, donc la procédure pour la mémoire de travail, en tout cas, c'est le cortex frontal. Tandis que pour la mémoire procédurale, pour des activités pratiques, c'est pratiquement le cervelet qui est le siège de la mémoire procédurale. Alors, le cycle de stockage temporaire des données pertinentes se fait au niveau du cortex préfrontal et ces données pertinentes sont le plus souvent utilisées au cours du travail. Alors, le cortex préfrontal est responsable des fonctions dites exécutives, comme par exemple manipulation, intégration de ces informations pour entraîner la planification, la jonglerie avec des priorités concurrentes, résolution des problèmes et organisation d'activités. Donc, vous voyez que pratiquement les bureaucrates sont censés pouvoir développer une mémoire de travail très très performantes via leur cortex frontal, tandis que les techniciens, comme par exemple les mécaniciens, eux doivent pratiquement avoir une mémoire procédurale très très développée parce que si on démonte totalement un moteur et on vous dit de pouvoir les remonter, là il faut avoir la mémoire procédurale. Hein. Il faut avoir la mémoire procédurale. Mais si vous êtes concepteur des activités au cours d'une organisation sans but lucratif ou au cours d'une organisation là, humanitaire par exemple, vous êtes obligé de pouvoir développer votre mémoire de travail via votre cortex préfrontal. Alors, nous allons finir ce chapitre en parlant un peu à propos des amnésies. Normalement, les amnésies, on définit les amnésies comme le manque des mémoires. Hein. Le manque des mémoires, donc c'est comme s'il y a une perte des mémoires. C'est ce qu'on appelle amnésie. Et il y a deux formes d'amnésie. Nous avons les amnésies antérogrades, donc les amnésies rétrogrades et les amnésies antérogrades. Qu'est-ce que cela signifie? Par amnésie rétrograde, on fait allusion au fait qu'on arrive à oublier des événements récents qui viennent de se passer. Hein. Des événements récents qui viennent de se passer, on les oublie. C'est ça l'amnésie rétrograde. Comme par exemple, si vous venez de faire un accident et que vous perdez la connaissance, vous vous retrouvez à l'hôpital, en vous réveillant, vous allez demander où est-ce que je suis, qu'est-ce qui s'est passé. Justement, c'est à cause de la commotion cérébrale que vous avez eue qui fait en sorte que vous puissiez avoir une amnésie rétrograde. Donc, amnésie, donc on arrive à oublier les événements récents, pas les événements anciens. C'est tout à fait normal d'oublier les événements anciens si on ne les a pas en quelque sorte incorporés dans notre mémoire à long terme. C'est tout à fait normal, c'est physiologique qu'on puisse les oublier. Mais les événements récents, très récents en tout cas, l'effet de les oublier, ça c'est une amnésie et ça c'est anormal. Ça c'est anormal.
c'est ce qu'on appelle amnésie rétrograde. Et ça survient le plus souvent au cours des commotions cérébrales, comme par exemple chez les accidentés. Ils peuvent oublier ce qui s'est passé, mais aussi par exemple chez les sujets qui font un accident ischémique transitoire. Un accident ischémique transitoire avant qu'il ne se constitue pas en AVC. Et là aussi, ces sujets peuvent oublier de façon transitoire des événements récents, des événements récents qui se sont déroulés. Alors, il existe aussi une deuxième forme d'amnésie, comme je vous ai dit, l'amnésie rétrograde, pas rétrograde, mais antérograde. L'amnésie antérograde, c'est maintenant l'incapacité de pouvoir retenir les informations futures, les nouvelles informations. Donc, pour rétrograde, vous oubliez les informations récentes, mais vous êtes quand même capable de pouvoir retenir à votre réveil, bien sûr, des informations futures qu'on pourra vous donner. Tandis que pour l'amnésie antérograde, là, vous êtes incapable de pouvoir retenir quoi que ce soit de tout ce qu'on vous dira après. Donc, avant, vous fonctionniez très bien, vous vous rappelez de tout ce qui s'est passé anciennement, à l'ancien temps, mais lorsqu'on essaie un peu de vous dire des choses, des nouvelles choses, on essaie un peu de vous inculquer des nouvelles notions, vous êtes incapable de pouvoir les retenir. C'est ça l'amnésie antérograde. Ça, l'amnésie antérograde, et ça, c'est très, très grave. L'amnésie antérograde mime le plus souvent la lésion au sein de l'hippocampe, au sein des neurones de l'hippocampe. Normalement, ça signe une lésion, en tout cas au sein des neurones de l'hippocampe. Quand vous avez un malade qui se plaint de pouvoir oublier, pratiquement d'être incapable de pouvoir retenir les informations futures, c'est qu'on lui dit, là c'est une amnésie antérograde. Espérons que certains étudiants, parfois il nous arrive de penser que certains étudiants ont une amnésie antérograde parce qu'ils n'arrivent jamais à pouvoir retenir leurs cours, n'arrivent jamais à pouvoir retenir les informations qu'on leur dit. Mais ça ne signifie pas qu'ils ont cette amnésie-là. Il faut faire des investigations, il faut un scanner cérébral, vérifier s'il n'y a pas de lésions au niveau de l'hippocampe, parce que c'est au niveau de l'hippocampe qu'est née la mémoire à long terme. Donc ça, c'est très très important. C'est ce que je disais, l'amnésie rétrograde ou à rebours, même l'incapacité de se souvenir d'événements passés récents, tandis que l'amnésie antérograde, c'est l'incapacité de stocker la mémoire à long terme. Voilà. Alors, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre présentation. Merci de m'avoir suivi et je vous souhaite bonne journée chez vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de pouvoir liker la vidéo tout en activant la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications. Merci beaucoup et bye bye.